Si vous aviez le choix, vous préféreriez vivre ici, dans une maison avec jardin, ou là, dans un appartement ? Si vous avez répondu maison, vous êtes comme la majorité des Français. Il y a ceux qui veulent que le garage soit proche du séjour, ceux qui aiment les coins cuisine, les coins terrasse. En 2023, 3 Français sur 4 voulaient vivre dans une maison. Cet idéal va de pair avec celui de devenir propriétaire. Bonjour! Bonjour! Mais aujourd'hui, ce rêve semble inaccessible. Mesuré en mètres carrés perdus, le pouvoir d'achat immobilier a baissé de 10% depuis début 2022. Depuis 30 ans, on n'a pas vu une crise aussi profonde, aussi importante. Cette crise touche durement le marché des maisons, déjà affecté par des problèmes plus structurels. La construction de logements neufs a un coût écologique. De plus en plus de lois contraignent la construction d'habitats individuels et les aides à l'accession pour les maisons sont restreintes. Dans ce contexte, peut-on encore espérer devenir propriétaire ? La maison avec jardin est-elle compatible avec les objectifs en matière d'écologie ? La maison est-elle encore un rêve accessible ? La France compte aujourd'hui plus de 20 millions de maisons individuelles sur un total de 37 millions de logements. L'attachement au pavillon est mesuré dès la première enquête sur le logement qui date de 1945. C'est pas les Français ou la population française, c'est effectivement plutôt les familles avec enfants. Anne Lambert est sociologue à l'INED. Ses recherches portent sur le logement. Cette orientation et ce rapprochement entre un modèle familial, le couple avec enfants en famille nucléaire, et un modèle d'habitat, la maison individuelle, c'est vraiment quelque chose qui s'est des deux côtés renforcé, consolidé et rencontré dans les années 60-70 en France. Avant, on vivait beaucoup plus de manière intergénérationnelle avec les grands-parents ou dans des habitats denses. Bonsoir. Bonsoir, papa. C'est dans les années 60-70 que le modèle pavillonnaire se développe en France, nourri de l'imaginaire américain. On est en pleine croissance démographique, la classe moyenne se développe et les politiques du logement se mettent à soutenir la construction de maisons. Il faut aller vers ce que les Français souhaitent, c'est-à-dire la maison individuelle. Cette année, pour la première fois, le nombre de logements individuels construits en France dépassera le nombre de logements collectifs. Je dis bien pour la première fois. Plusieurs mesures, comme le PEL ou encore les APL, sont mises en place pour aider les Français à acheter leur maison. L'accession à la propriété et le développement du modèle pavillonnaire s'adossent à l'essor du crédit aux ménages, du crédit immobilier aux particuliers. Avant la guerre, on devait attendre d'hériter de ses parents, d'une maison ou d'un terrain pour pouvoir acheter. La maison devient un bien de consommation, de grande consommation, au même titre que la voiture d'ailleurs. Les gouvernements successifs continuent de soutenir ce modèle jusqu'au début des années 2000. Mon ambition, ce serait de faire de la France un pays de propriétaires. Pour les Français, la maison est véritablement synonyme de propriété. D'ailleurs, 80% des propriétaires habitent une maison. Être propriétaire de sa maison, ça matérialise l'accès à des revenus stables, du travail, c'est-à-dire à un emploi stable, un emploi bien rémunéré, etc., avec lequel on peut acheter sa maison. Mais aujourd'hui, la crise immobilière empêche de plus en plus de ménages de devenir propriétaires. En ce moment, l'immobilier subit plusieurs difficultés. Corinne Joly est la PDG de Particulier à Particulier. La première, évidemment, c'est la hausse des taux de crédit qui a été très brutale. Début 2022, on était à 1,5% de taux d'intérêt et aujourd'hui, on est plutôt à 4,5%. Du coup, les acheteurs ont perdu 25 à 30% de leur capacité d'emprunt. Donc évidemment, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de boucler un budget pour acheter. La hausse des taux d'intérêt est la conséquence de l'emballement des cours des matières premières et de la guerre en Ukraine. Pour juguler l'inflation, la Banque centrale européenne a remonté ses taux directeurs, c'est-à-dire les taux auxquels elle prête de l'argent aux banques commerciales. Les banques ont répercuté ces augmentations sur les particuliers. Franchement, voilà. Concrètement, ça veut dire qu'avec un remboursement de 1 300 € par mois sur 20 ans, un ménage peut aujourd'hui acquérir une maison de 107 mètres carrés à Saint-Étienne, 70 mètres carrés à Strasbourg ou 36 mètres carrés à Nice. Il faut savoir qu'en plus, les prix de l'immobilier,
pendant ce temps, n'ont pas du tout suffisamment baissé pour couvrir la perte de capacité d'emprunt. En moyenne, sur toute la France, ce ménage perd 38 mètres carrés par rapport à 2019. Plusieurs aides à l'achat sont disponibles pour les ménages, mais leur périmètre est de plus en plus restreint à l'habitat collectif. Il y a des dispositifs qui sont supprimés, comme le dispositif Pinel par exemple. Donc il y a des dispositifs qui sont supprimés et il n'y a pas grand-chose qui est créé. On a souvent reproché à l'immobilier d'être sous perfusion et que ça contribue à la hausse des prix. Donc l'idée est d'arrêter, on va dire, de mettre autant d'argent là-dedans. Maintenant, il y a aussi des orientations. Je pense notamment à la réforme du PTZ qui a eu lieu. Le PTZ, ou prêt à taux zéro, c'est un crédit gratuit qui a été mis en place en 1995 pour aider les ménages à devenir propriétaires. Il est octroyé en fonction de plusieurs critères, les revenus, le type de logement et le lieu d'habitation. Or, depuis le 1er janvier 2024, le PTZ est recentré sur les appartements neufs en zone tendue, c'est-à-dire là où l'on manque de logements. Dans les zones non tendues, il est réservé à l'achat de logements anciens sous condition de rénovation. Autrement dit, le PTZ ne peut plus être obtenu pour faire construire sa maison, alors que jusqu'à présent, 50% des PTZ ont été octroyés pour la construction d'une maison neuve. Ça signifie aussi une vraie volonté de couper court aux aspirations de maisons, de pavillons individuels. Depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, les pouvoirs publics soutiennent l'habitat collectif aux dépens du pavillon. En 2021, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, avait créé la polémique en déclarant « Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. » L'ancienne ministre a beau être revenue sur ses propos, il résume bien l'orientation du gouvernement en matière de logement. Les pouvoirs publics mènent depuis quelques années une fronde contre la maison individuelle. On fait de la maison le réceptacle de tous les maux. Damien Erang est le président de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles. Ça a commencé par exemple avec l'épisode des Gilets jaunes, où on a expliqué que les Gilets jaunes, c'était en fait des gens qui étaient malheureux chez eux, dans leur maison, qui avaient acheté des maisons qui avaient plus de valeur, etc. En fait, la thématique des Gilets jaunes, c'était un problème de pouvoir d'achat. La crise des Gilets jaunes a effectivement mis sur le devant de la scène les difficultés rencontrées par certains des habitants de zones pavillonnaires excentrées, obligés de prendre leur voiture à la moindre occasion. On a une maison, un jardin, mais l'école est loin, le boulot est loin, la médecine, il n'y en a plus. Moi, on a vraiment une crise identitaire forte. En plus d'être dépendants de leur voiture, les habitants de pavillons doivent faire face à une accumulation de dépenses. Ces salaires des classes moyennes ont tendance à stagner, alors que parallèlement, le coût de l'habitat pavillonnaire, les frais secondaires, les frais annexes, eux, augmentent. En particulier, effectivement, le chauffage, il y a une déperdition souvent énergétique très forte dans les pavillons, notamment quand ils ont été construits dans les années 60, 70, qui sont mal isolés. Et au-delà du coût de l'énergie qui pèse sur les ménages, la vie en pavillon a un coût environnemental. Construire des maisons et des routes pour les relier, c'est occuper des espaces naturels ou agricoles. Sur l'ensemble des terres artificialisées en France entre 2009 et 2019, 68% ont été utilisées pour l'habitat. Pour protéger les sols, la loi Climat et Résilience fixe comme objectif zéro artificialisation nette d'ici 2050. Chaque espace artificialisé devra être compensé par un espace équivalent rendu à la nature. Bien que voté récemment, beaucoup d'élus locaux appliquent déjà la ZAN, et ça a des conséquences pour les constructeurs de maisons. Il y a déjà, depuis quelques mois maintenant, des zones du territoire qui étaient constructibles, qui sont passées non constructibles, et avec une raréfaction du foncier qui est déjà en marche. Et le prix des terrains disponibles est élevé. En 2022, le prix d'achat moyen des terrains a augmenté de 5,5% par rapport à l'année précédente, ce qui participe à la hausse globale du coût des maisons neuves et pèse donc sur les ventes des constructeurs. La crise du logement neuf touche les maisons et les appartements. Elle est d'une telle ampleur que la Fédération française du bâtiment prévoit que 150 000 emplois seront supprimés d'ici 2025. Cette crise est due aux facteurs que nous avons évoqués, la baisse du pouvoir d'achat des ménages, le recentrage du prêt à taux zéro et la raréfaction du foncier.
Une autre des difficultés rencontrées par le neuf, c'est la hausse des coûts de construction, qui est de l'ordre de 20% à cause de l'inflation et de l'entrée en vigueur d'une réglementation environnementale contraignante. Alors la RE 2020, en matière de maisons individuelles, elle a amené un surcoût qui est de l'ordre de 8 à 10%. Donc c'est vrai que dans la période d'inflation des coûts de construction qu'on a connus, il y a eu une couche supplémentaire qui est une dizaine de %. La RE 2020, entrée en application le 1er janvier 2022, fixe des objectifs de sobriété énergétique. Certains matériaux, comme le bois ou le liège, sont préférés au béton ou à l'acier. Et les nouvelles constructions sont tenues d'être mieux isolées pour faire face aux canicules. En 2023, 373 100 logements ont été autorisés à la construction. C'est un quart de moins que l'année précédente. C'est en deçà des besoins en logement neuf, qui sont estimés à 500 000 par an par les constructeurs. Alors, c'est très compliqué de chiffrer les besoins de logement parce qu'en fait, on n'a pas besoin de logement n'importe où sur le territoire. Le problème, c'est où les gens veulent habiter. C'est-à-dire qu'en fait, si tout le monde retournait vivre en Auvergne-Limousin, il n'y aurait pas besoin de construire beaucoup de logements parce qu'il y a des logements vides là-bas. On estime qu'il y a en France 3 millions de logements vacants. Neufs ou anciens, individuels ou collectifs, la crise du logement ouvre la voie à un autre chantier colossal, celui de l'aménagement du territoire.